Dieu se cache-t-il dans notre cerveau ? Si la question paraît saugrenue au premier abord, elle laisse supposer un large champ de recherche en neurobiologie. On va parler du cerveau cette semaine, une série que nous vous proposons en nouvelle diffusion et qui a pour titre « Les neurones de la spiritualité ». Elle nous est proposée par Jean-Christophe Emery et la réalisation est signée Jean-François Miseré. Jean-Christophe Emery, bonjour. Bonjour Catherine. Alors c'est vous qui nous parlez du cerveau toute cette semaine. Oui, alors rassurez-vous tout de suite, à vue d'esprit ne va pas devenir une émission scientifique pour autant, mais on va quand même explorer un petit bout du côté du champ des recherches qu'on appelle la neurothéologie. Alors on entend dans cette expression un assemblage qui pose question entre la neurologie et la théologie, deux sciences qui sont assez éloignées l'une de l'autre quand même. Effectivement, jusqu'à il y a peu, on les imaginait extrêmement étanches l'une par rapport à l'autre. Pourtant, depuis une trentaine d'années, il y a passablement de chercheurs qui s'intéressent à ces deux disciplines conjointes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau d'une personne en méditation, d'une personne qui a l'impression de sortir de son corps, qui ressent une présence, qui ressent une émotion religieuse. Alors on s'y intéresse du point de vue du cerveau et ça donne tout un tas de résultats intéressants. Est-ce qu'on s'y intéresse aussi d'un point de vue pathologique, par exemple des personnes qui entendraient des voix ou comme ça? Oui, absolument. On va parler d'épilepsie cette semaine en particulier, des gens qui ont une expérience, alors là je commence déjà un petit peu dans le lobe temporal droit, et qui ont des visions, qui ont des extraterrestres qui les emmènent, etc. Et ça va nous intéresser, ça va nous occuper aussi, oui, absolument. Vous nous présentez alors le déroulement de cette semaine, qu'est-ce qu'on va entendre dans les différents jours ? Alors dès demain, on va s'intéresser au bouddhisme, une spiritualité privilégiée dans le domaine des neurosciences. Mercredi, ça sera l'histoire de la science avec le professeur Jacques Besson qui nous expliquera un peu comment ces recherches depuis 30 ans ont évolué. Jeudi, on esquissera un pas en direction de l'interprétation des expériences religieuses avec Fabrice Clément. Là, on sera vraiment plutôt du côté de la connaissance. Et puis, on terminera vendredi par 3 invités plutôt du côté de la psychologie et par une sorte de synthèse comme ça en finale. Et aujourd'hui, quel est le programme ? Alors, on commence avec la fin de l'histoire. En fait, l'une des conséquences majeure de l'intérêt des neurosciences pour les expériences religieuses, eh bien, c'est le développement de techniques de méditation, des techniques qu'on appelle la méditation pleine conscience, qui sont basées sur les acquis des observations faites autour des moines bouddhistes depuis en tout cas une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui, ces approches sont largement reconnues, sont développées dans les milieux médicaux, elles connaissent aussi un succès populaire assez important. Elles n'ont plus de lien avec la religion en tant que telle. Alors exactement, elles n'ont plus de lien organique, il n'y a plus le même sens, c'est plus le même contexte, mais c'est des techniques qui ont été développées dans le cadre du bouddhisme, clairement, et appliquées uniquement pour leurs effets, qu'est-ce qu'il faudrait dire, biologiques, thérapeutiques. Je vous propose d'ailleurs de découvrir comment ça se passe concrètement sur le terrain avec un reportage. Je me suis rendu à Genève dans l'espace aménagé par Jean-Philippe Jacques, qui est lui-même donc un ancien scientifique, reconverti si j'ose en formateur de cette technique qui s'appelle MBSR. Je vous la fais courte. Mindful Based Stress Reduction, donc la réduction du stress basée sur la conscience. Une approche qu'a développé un certain John Kabat-Zinn, ancien professeur de médecine qui enseigne au Massachusetts aux États-Unis, c'est un peu le gourou, disons, de la discipline. Je vous propose tout de suite de nous rendre à Genève, dans un lieu aménagé spécialement, des coussins par terre, quelque chose de très agréable. On est dans le quartier de la Jonction et on entre en méditation. On arrive, on se pose. Je vous propose juste un moment de silence comme ça pour revenir sur le paysage intérieur et puis rester présent avec ce qui est là maintenant. Donc sentir qu'est-ce qui appartient à la réalité de l'extérieur, ce qui s'est passé ce matin, ce que j'ai traversé depuis mon réveil. Et progressivement, tourner l'attention vers le paysage intérieur. Comment est-ce que je me sens ? Relâcher si des tensions parviennent dans le champ de la conscience et accueillir. De quoi est fait l'expérience de l'instant. Voilà, la session vient de se terminer. Les différents participants sont en train de partir ou de ranger le matelas, les coussins. Et 3 personnes ont bien voulu me rejoindre pour m'expliquer les raisons de leur présence et l'intérêt qu'elles ont à suivre cette formation, ce cours. Si je peux avoir pour chacune d'entre vous juste un prénom. Marie-Christine. Daniel. Dominique.
Une des questions qui vient assez naturellement à l'esprit quand on découvre, comme moi je le fais maintenant, un groupe comme celui-ci, c'est comment est-ce qu'on arrive dans un groupe comme celui-ci? Marie-Christine. C'est par deux médecins, mon médecin généraliste et un autre médecin. J'ai été assez malade, hospitalisée, et c'est eux qui m'ont conseillé cette méthode. Donc pour vous, c'est une thérapie? Une thérapie, tout à fait. Et ça n'avait pas une connotation gourou, puisque c'était les HUG qui me le conseillaient. Et vous, Daniel, comment vous êtes arrivé ici? Alors, c'est la RH de mon département qui m'a conseillé, étant donné que j'avais des problèmes de santé, que j'en ai encore, mais que je veux m'en sortir, et que les vilaines pensées que je ressassais par rapport aux problèmes de mon travail, elle m'a conseillé cette formule, alors que j'ai suivi, et que pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir à y venir. Et vous, Dominique, vous, ce qui vous a mis en route, c'est quelqu'un qui vous en a parlé? C'est un constat personnel que vous avez fait? C'est quoi? C'est un constat. C'est un constat parce que ça fait longtemps que je suis en route. Donc je fais cette méthode aussi, par exemple, pour chaque fois que je prends une cigarette, je le fais maintenant en conscience. Donc j'essaye petit à petit de diminuer chaque jour 1 ou 2 en moins. Quand vous dites vous avez fait un long parcours, ça veut dire que vous avez testé beaucoup de choses différentes avant d'arriver ici? Tester et pratiquer, oui. Mais je ne dirais pas quoi. Pourquoi? C'est secret? Non, non, j'ai fait un bout de thérapie analytique, j'ai fait une formation de réflexologue et j'ai fait du décodage biologique à Aix-en-Provence pour comprendre la relation entre notre maladie et notre être. Maintenant, une des choses qu'on constate, c'est qu'ici vous venez de traverser la 4e session de ce programme qui en compte 8, donc on est à peu près à mi-parcours. Est-ce qu'on ose un bilan intermédiaire? Daniel. Alors, moi, j'espère que je vais pouvoir tout capter d'ici les 4 prochaines séances, étant donné que c'est quand même beaucoup plus difficile que j'aurais pensé de capter les pensées, les canaliser, les amener à nous, à notre respiration et tout. C'est beaucoup plus dur qu'on ne pense. Donc votre difficulté, c'est de pratiquer en dehors de cet espace ici. Ah oui, moi je trouve que ici, on est protégé, on est ensemble, on ressent quelque chose que quand on est chez soi, seul, ça m'est très difficile, la concentration. Mais vous arrivez de temps en temps quand même un peu? Oui. Maintenant, j'ai une autre pratique qu'on a apprise dernièrement, c'est le marché. Alors, ceci me convient mieux parce que quand je devais faire ma relaxation couchée, mon problème, c'est que je m'endormais toujours. Je n'arrivais jamais à entendre l'autre partie du corps. Alors, c'est pour ça que cette pratique de marché me convient. Est-ce que vous avez pu mesurer des effets positifs pour l'instant jusque-là, sans présager de la suite? Oui. Marie-Christine. Oui, moi j'ai pu constater qu'il y a plus de lâcher prise, que lorsque quelque chose est négatif, je ne reste pas là-dessus, j'essaie de trouver une solution. Comme disait notre prof, eh bien voilà, le bruit me dérangeant, plutôt de m'axer et de m'énerver contre le bruit, je mets les boules qui est et tout va mieux. Je vois qu'il y a progression, en tout cas, comment dire, une petite paix intérieure. Est-ce que ça change quelque chose, par exemple, au niveau de certaines relations? Ah ben oui, parce que vous êtes beaucoup moins nerveux, vous êtes plus sur le lâcher prise. Mon mari me l'a dit, qu'il voyait que je ne faisais pas ça inutilement. Il sentait une relaxation. Et vous, Dominique? Je suis beaucoup plus présente à ce que je fais, effectivement. Je suis pas en pilotage automatique, en train de conduire puis de me retrouver à quelque part en me disant zut, j'aurais dû m'arrêter à tel endroit et tout. Par contre, quand je me mets en colère, je suis beaucoup plus extérieure, c'est-à-dire que je laisse sortir ma colère, mais en même temps, je suis spectateur. C'est-à-dire, je me rends compte que, effectivement, je suis dans un état qui est pas très calme. Et voilà. Et j'aime bien être plus spectateur parce que du coup, quand j'ai exprimé pourquoi je suis en colère, ça retombe immédiatement et ça reste pas enclenché pendant thème éternel. Il y a dans cette méditation pleine conscience, en fait, c'est des techniques qui sont connues, qui sont pratiquées dans des religions asiatiques, dans le bouddhisme par exemple, et qui ont été déconnectées
de leur enveloppe religieuse et qui sont mises en pratique. Pourtant, il y a un petit côté peut-être un peu philosophique ou spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que ça vous dérange ou au contraire c'est bien? Ça, j'aimerais comprendre. Daniel. Dominique. Ce que je peux dire personnellement, c'est que plus j'avance dans la connaissance de mon fonctionnement et l'indulgence par rapport à qui je suis, plus je rentre dans la spiritualité, sans être du tout religieuse, ni pratiquante, ni quoi que ce soit. Je suis complètement en dehors de tout ça depuis mon enfance, même révoltée. Mais je suis obligée de me rendre compte que je contacte quelque chose du domaine d'une force ou du divin ou je sais pas comment dire, chacun a ses mots, mais ça vient naturellement avec la pratique. Ça vous inquiète ou ça vous rassure? Non, c'est assez rassurant, finalement. Et vous, Marie-Christine? Je trouve qu'il y a, oui, de la spiritualité, mais sans connotation religieuse. Et puis c'est bien de retrouver peut-être la sagesse bouddhiste. Pour moi, c'est très positif. Et je vous l'ai dit au début de l'émission, ça n'avait justement pas ce côté, cette connotation religieuse. Mais une grande sagesse. J'ai aussi pratiqué, pas exercé, la médecine ayurvédique, qui m'a fait beaucoup de bien, qui a fait réfléchir sur notre corps, sur aussi qu'on n'est pas peut-être là sur Terre pour rien et qu'on n'ait pas été parachuté comme ça sur Terre, de rien du tout. Ça, c'est des pensées qui viennent avec cette pratique ou bien c'est une idée que vous aviez déjà auparavant? Je l'ai quand même eu souvent auparavant. Je me suis beaucoup posé cette question du point de vue psychanalytique. Pourquoi on était ici? Vous avez en fait déjà travaillé sur vous pour affronter ces questions existentielles? Tout à fait, oui. Et la méditation, ça amène un plus par rapport à d'autres découvertes? Ben, cette méditation m'apporte un plus parce que quand vous faites de la psychanalyse, on va dans le passé, on ressasse, tandis que là, on est beaucoup dans l'instant présent et on est au cœur du sujet sans toujours aller voir pourquoi et comment et l'enfance, voilà. On n'est plus dans le mental et la tête, on est dans le corps vraiment. Et ça change la perspective. C'est important de partir du corps pour comprendre ce qui se passe derrière, parce que notre corps nous parle énormément. Jean-Philippe Jacques, vous êtes formateur de méditation pleine conscience, vous pilotez d'ailleurs ce groupe. Qui s'intéresse à ces pratiques? Quels sont les profils des participants? Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de... Vous savez, ça peut être un burn-out, ça peut être une problématique conjugale lourde, ça peut être un décès, ça peut être une problématique physique ou psychique chronique. Il y a beaucoup d'attentes malgré tout, hein. Et ça évolue. J'instruis des groupes de méditation de pleine conscience de manière professionnelle depuis 2009 et en donc 4-5 ans, j'ai pu être témoin de l'évolution de la situation. C'est-à-dire? Les demandes sont de plus en plus précises. J'ai besoin de prendre soin de moi. Comment est-ce que je peux faire? Je me rends compte que les réponses proposées par la société dans un environnement hospitalier traditionnel ou psychologique traditionnel ne sont pas satisfaisantes. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Et moi, ce que je peux offrir, c'est un adjuvant, c'est un complément. Il s'agit surtout pas d'évacuer du jour au lendemain une prise en charge clinique classique, mais il s'agit de proposer autre chose, une alternative, un complément. Est-ce que les appréhensions des gens qui viennent ici sont liées au fait de dévoiler quelque chose de son intimité ou au fait d'entrer dans une démarche qui est de la méditation, qui n'est pas vraiment dans la culture helvétique, disons? Alors les appréhensions, elles sont effectivement liées au fait qu'ils savent pas trop en fait qu'est-ce qui les attend. La plupart du temps, ils ont entendu parler de ce qui se passe ici par des collègues, par des contacts, des connaissances. Le bouche à oreille donc. Oui, essentiellement le bouche à oreille, je dirais les 3/4 des gens. Il y a un petit capital de confiance, mais ils savent pas. Ils savent pas. Est-ce qu'ils vont devoir raconter leur vie, raconter que quand ils avaient 2 ans, on les a traités de manière pas toujours très respectueuse, etc.
ils savent pas. Donc, ils ont effectivement besoin d'être rassurés. Et puis, de ce point de vue-là, c'est très facile parce qu'en fait, très rapidement, on leur explique que l'essentiel de ce qui va se passer ici est centré sur leur entraînement à la pratique de la méditation de pleine conscience et que c'est en aucun cas une démarche thérapeutique où ils vont faire de l'archéologie. Donc, on est basé plutôt sur le présent et on part du principe que travailler sur le présent, ça donne un tremplin, un élan pour solutionner des problématiques personnelles, individuelles. Jean-Philippe Jacques. Il existe de très nombreuses définitions de la pleine conscience. Et puis une définition que je propose en début de programme, c'est effectivement la suivante. Prêtez attention à l'instant présent, au fur et à mesure qu'il se déploie, avec, je dirais, un minimum de bienveillance, de curiosité, et si possible en étant attentif à toute forme de jugement. Donc les participants, quand ils arrivent ici, ils découvrent peut-être cette réalité aussi progressivement, ils sont moins peut-être centrés immédiatement sur un problème à résoudre. Pour ceux qui viennent là pour des raisons, disons, de manière claire et objective et évidente. Alors oui, au début, ils ont des attentes. Pour certains, ils le considèrent comme un luxe. Pour d'autres, c'est une nécessité. Et puis, assez rapidement, ils se rendent compte que la pleine conscience, ça demande un certain engagement, une certaine motivation, une certaine capacité à mobiliser son attention, sa concentration, et aussi une pratique régulière, une pratique quotidienne. Ça peut être des petits moments, juste on s'offre 2 ou 3 respirations. Quand vous avez un groupe ici, je vois qu'il y a un tableau, j'arrive pas à lire depuis ici, mais vous faites un petit bout de, je sais pas, de théorique, d'explication, etc., ou surtout pas, parce qu'il faudrait pas intellectualiser ou cérébraliser la chose. Alors, c'est un judicieux dosage entre la pratique, toute forme de pratique, immobile ou en mouvement, couché, assis ou debout, et effectivement des moments de partage si les participants, donc ce sont des groupes, je dirais, de 12 à 20 personnes, ça dépend des programmes, ça dépend des activités, et donc il y a des moments de partage où les personnes mettent en commun leurs expériences, leurs obstacles, leurs observations liées à leur propre pratique, et puis il y a aussi de temps en temps des apports théoriques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les neurosciences, depuis, je dirais, les années 80, ont fait un bond en avant absolument incroyable. Et le nombre de publications qui sortent chaque année est en croissance exponentielle. Et peut-être, je précise au passage que moi j'ai une pratique personnelle en tant que scientifique, puisque pendant une 12aine d'années j'étais moi-même chercheur en biologie moléculaire. Donc la dimension basée sur l'évidence scientifique de la démarche est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Par ailleurs, un autre élément clé de la démarche est lié aux sources même spirituelles, c'est-à-dire ça peut être le soufisme, le bouddhisme, la philosophie chrétienne ou la spiritualité sous toutes ses formes. Et ça, on va vraiment en tirer parti. Bien que fondamentalement, les activités proposées ici soient laïques, il n'en demeure pas moins que la spiritualité est présente au travers des textes ou des poésies ou de toutes sortes d'éléments qui ont été explorés par des guides spirituels, quelles que soient leurs origines. Donc pour vous, il y a effectivement un bout de démarche de type philosophique spirituel, explicite dans ces rencontres. Comment est-ce que vous le présentez aux participants qui sont peut-être là pour des motifs qui sont très très différents d'une recherche spirituelle? Cette dimension-là, à la fois, elle rend humble et elle rend fort. Elle nous permet de connecter avec quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous, quels que soient les noms qu'on lui donne, et elle nous permet aussi de connecter avec soi-même, de manière très intime et très simple. Et très souvent, c'est une porte d'entrée à une certaine qualité de douceur, de présence bienveillante vis-à-vis de notre expérience. La plupart d'entre nous sommes habitués à faire des efforts, à nous efforcer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et parfois, ces efforts-là, je dirais presque, sont, je dirais pas excessifs, mais
simplement se donner le droit de ne pas savoir, se donner le droit de ne pas nécessairement être hyper performant dans tel ou tel domaine, ça fait énormément de bien. Et on se rend compte que paradoxalement, on devient plus créatif, on devient plus proche des réalités, et du coup, il y a une meilleure écoute, il y a une meilleure qualité, une meilleure capacité d'accueil pour le bénéfice de tous. Dans la pondération entre la parole et le silence, qu'est-ce qui compte et comment ça se joue, ces deux réalités? Le silence, ça peut être un piège, ça peut être anxiogène, c'est comme le vide. On est quand même issu de courants philosophiques très cartésiens. La nature a horreur du vide, je pense donc je suis, etc., etc. Donc il y a quand même passablement de couches à mettre de côté avant d'accéder à un silence plus nourrissant, un silence plus contemplatif et à la fois très naturel. Donc c'est un savant dosage effectivement. Au début des activités, le silence c'est délicat, c'est un petit peu difficile. Au fur et à mesure que ces programmes se déroulent, les participants se familiarisent avec le fonctionnement de leur mental, trouvent leur place à l'intérieur du groupe et effectivement le silence a de plus en plus de place, à tel point qu'il y a même une journée en silence. Et la plupart des gens, quand ils apprennent qu'il y a une journée en silence, ils disent « Ouh là là, je n'y arriverai pas, je n'ai jamais fait ça de ma vie ». Et quand ils traversent cette journée en silence, les témoignages sont unanimes. C'est du bonheur pur. C'est pas toujours facile. Attention, faut pas confondre le bonheur et Disneyland, mais il y a beaucoup de lumière derrière ce genre de silence, effectivement. Vous-même, vous avez l'idée, quand il y a un nouveau groupe qui se forme ici, que ces gens-là vont progressivement s'ouvrir à une compréhension plus positive de la spiritualité, ou peut-être une démarche un peu plus profonde, ou un intérêt pour la spiritualité? Il y a vraiment de tout. Il y a des participants pour qui la spiritualité est indispensable. Ils ont des pratiques spirituelles, religieuses régulières et ils trouvent leur place sans aucune difficulté. Il y en a d'autres, je dirais, qui se considèrent comme athées ou agnostiques. Il y en a encore d'autres qui sont plus rebelles, plus dans la réaction contre des pratiques religieuses qui leur ont été imposées de manière malheureusement pas toujours très habiles dans leur enfance. Et ils arrivent ici avec des a priori, des crispations. Le simple fait d'évoquer un environnement spirituel peut être, même pour certaines personnes, une source de mal-être. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Comment est-ce que vous négociez ça? Ils leur sont proposés des activités où le contemplatif, s'entraîner à accueillir ce qui est, permet premièrement d'aller vers un certain calme mental, et aussi vers une certaine qualité de présence, une certaine qualité de vision face à ce qui est, y compris soi-même, que ce soit les réalités du dedans ou les réalités du dehors, autour de nous. Et ça produit en fait un abaissement, peut-être des réticences? Alors ils sentent tout de suite les bénéfices, les bienfaits au niveau de l'anxiété. On sent si notre adrénaline décharge à fond, si on est stressé, si on est tendu dans le corps, les muscles sont-ils juste relâchés ou pas. Les bénéfices d'un point de vue clinique, ils sont documentés et ils sont extrêmement solides. Les gens le vivent, leur corps, leur esprit devient un laboratoire et ils deviennent à la fois l'observateur et l'acteur, ce qui est une posture somme toute assez confortable. En m'intéressant à cette technique, la méditation pleine conscience, j'en ai parlé un peu avec, par exemple, un pratiquant du bouddhisme. Et c'est très intéressant ce qu'il me dit. Il me dit qu'il valide la démarche en tant que telle. Il la trouve effectivement très intéressante parce qu'elle s'inspire aussi de sa propre tradition religieuse. Mais il me dit, au fond, on perd la question du sens. On perd un peu la question de la méditation d'un bouddhiste. Elle ne doit pas chercher un objectif qui serait un objectif de type thérapeutique. Elle se fait comme une réalité qui est sa propre fin en elle-même. Effectivement, ça c'est une question très très importante. Alors ça appelle 2 commentaires. Le premier, c'est que si je viens ici pour aller mieux,
je me coince. Ça marchera pas, ça fonctionnera pas comme ça. En revanche, si j'arrive à prendre note, à observer qu'une partie de moi a cette attente, alors du coup, je me replace dans une posture où je redeviens l'acteur, l'observateur, le metteur en scène, le spectateur de ma propre existence. Et je peux travailler à réconcilier la réalité telle qu'elle est et telle que je voudrais qu'elle soit, pour aller peut-être vers une certaine détente, voire même une certaine qualité de vie ou de bonheur. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, ce serait peut-être même sous forme de mise en garde, c'est que certains professionnels, thérapeutes, viennent se former à la méditation de pleine conscience et ont assez peu de pratique personnelle. Or, ça passe par une pratique personnelle. Sinon, la posture ne sera pas appropriée, je dirais. Il ne s'agit pas d'aller quelque part. Il s'agit d'être là. Et si le patient va mieux, pour une raison ou pour une autre, c'est plutôt à voir comme un bénéfice secondaire. C'est assez paradoxal quand même. Ouais, j'adore les paradoxes. Effectivement, il y a de nombreux paradoxes au cœur de la démarche. Je crois que ça nous rend à la fois dans une posture très humble et très jubilatoire. Jean-Philippe Jacques, formateur en méditation pleine conscience. Alors Jean-Christophe Emery, quels sont les effets biologiques de la méditation? Est-ce qu'on les connaît? Oui, on les connaît assez bien. D'ailleurs, c'est une des expériences religieuses les mieux documentées. Il y a toute une palette d'effets physiologiques, biologiques, chimiques, sur les hormones, etc. Enfin bref, je ne m'y connais pas mieux que ça, mais on laissera demain la parole, on va garder le suspense, on laissera demain la parole au médecin et professeur Jacques Besson du CHUV, qui nous donnera tout un tas de détails, mais auparavant, on discutera demain aussi avec un pratiquant de la méditation. Alors là, sous sa forme religieuse, on s'intéressera au bouddhisme et aux neurosciences. Il y a des proximités très très grandes de Dalai Lama. C'est un grand fan de neurosciences, par exemple.